bonifie avec l'âge, tout comme les grands vins. Nous sommes heureux de t'accueillir. Quelques mots sur toi rapidement. Vincent Ferniaud, quand on pense à toi, d'abord, tu es un vrai visage médiatique, gastronomédiatique, j'allais dire, parce que tu animes quand même, depuis quelques jours seulement, mais on a l'habitude de te voir quand même, effectivement, pas mal d'émissions sur France TV, en radio. Où on peut te voir en ce moment, par exemple? Alors, en ce moment, je fais une adaptation confinée de mon émission du matin de France 3, Ensemble c'est mieux, depuis la maison en fait. Parce que normalement, je suis en studio, je présente cette émission à Paris-Île-de-France. Oui. Et puis en ce moment, comme on est confiné, je fais la cuisine. Je fais la cuisine un jour sur deux et j'alterne avec ma camarade Karine Tessandier, de Télématin et aussi d'Ensemble c'est mieux à Lyon. Voilà. Exactement, c'est génial. Et puis le week-end en radio, sur Sud Radio. Et je te l'apprends pas puisqu'on se partage les ondes le dimanche matin à Sud Radio. Toi avec Alain Marty et moi avec tous les invités. On salue tous les deux. Et puis toi, Place du Marché, c'est quoi Place du Marché? Place du Marché, disons que c'est un magazine de l'alimentation dans son ensemble, hein. Évidemment cuisine, restauration, mais aussi les artisans, les producteurs. C'est un peu un rendez-vous pour faire un état des lieux chaque semaine de notre monde, de tout ce qui se mange et ce qui se boit moins, parce que ça on vous le laisse. C'est clair, c'est clair. Alors, indépendamment de ces activités médiatiques que tu opères depuis un certain nombre d'années, tu as un vrai visage qui apporte en plus cette bonhomie, cette culture et cette bienveillance que tu as quand tu animes les événements également. Voilà, je salue les gens de Mathias Angus qui est rentré de son tour du monde un peu écourté, mais qui est avec nous, Nuno Cabils qui a travaillé aussi avec moi. Voilà, tous les gens qui sont avec toi. N'hésitez pas juste au passage, on va revenir sur toi, Vincent. Mais pour les gens qui nous écoutent, envoyez-nous des questions si vous souhaitez tout savoir sur Vincent Ferniaud, ses goûts, ses couleurs, ses envies, ses motivations, sa vie aujourd'hui confinée. C'est le moment d'en profiter. Alors, Vincent, tu es aussi restaurateur. À travers Bocaux, qui est un vrai succès ces dernières années. Alors, quelque chose de particulier. Effectivement, c'est mon autre casquette ou l'autre visière de la même casquette, qui est d'avoir fondé il y a maintenant 10 ans Bocaux, qui est en fait de la restauration rapide de qualité, parce que l'idée c'était de mettre dans des bocaux et de servir dans des bocaux des recettes de grands chefs, de chefs étoilés et de grands pâtissiers sur des lieux de restauration rapide, en self-service. Très bien, et ça fonctionne bien jusqu'avant qu'on nous oblige à oui, comme tout le monde, j'ai envie de dire, en ce moment moins bien quand même. Oui, c'est clair. Mais néanmoins, est-ce que justement c'est un système qui pourrait se concevoir pour la vente emportée, la vente livrée? Le système des bocaux est idéalement conditionné pour ça. Bien sûr, c'est même l'idée. C'est l'idée que, en fait, ce soit entre le moment où c'est produit et le moment où ça arrive devant le client, il n'y ait pas de manipulation. C'est donc une cuisine qui convient à tous les lieux où il n'y a pas d'équipe cuisinante, et notamment l'hôtellerie, puisqu'on a lancé l'année dernière une gamme Hospitality, qui est une gamme tournée vers l'hôtellerie exclusivement, sans restauration ou dans les heures creuses, c'est-à-dire pour le room service par exemple, ou la restauration de jour dans les heures creuses des cuisines. Et on a aujourd'hui 200 hôtels 4 et 5 étoiles qui servent les bocaux comme restauration complémentaire, ou même comme seule restauration pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas d'équipe cuisinante. D'accord, donc ça c'est vraiment très utile. En plus, c'est une cuisine avec des produits de qualité, faits par des grands chefs. Donc c'est un vrai, non seulement ça nourrit, mais en plus, ce sont des produits authentiques avec. Alors oui, pour être très honnête, Philippe, ce n'est pas fait par les grands chefs. Les recettes sont faites par les grands chefs, travaillées par nous et cuisinées par deux labos, notamment en Bourgogne. Voilà. Tu as raison de le préciser, mais effectivement, les recettes de base, mais tu sais, les grands chefs, ils ont plein de petites mains dans leur cuisine, donc c'est pour eux absolument là pour élaborer l'ensemble des plats. Et comme le disait Paul Bocuse, qui c'est qui cuisine quand vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qu'il répondait? C'est les mêmes que quand je suis là. Voilà, donc exactement la bonne philosophie, j'allais dire. Et un grand chef, c'est aussi quelqu'un qui sait déléguer et faire produire aussi les autres pour que les autres aussi grandissent. Alors Vincent, on est dans une émission, je voudrais saluer à la fois l'Union de la Sommelier française, dont j'ai le bonheur d'être le président depuis quelques années déjà, et je salue tous mes confrères de la Sommelier française qui nous sont attentifs, qui nous suivent régulièrement sur Insta Live et sur Facebook Live, dans les réseaux en tout cas. Et je voudrais saluer également, parce que l'idée de ces Insta Live vient également d'une rencontre avec les équipes
l'équipe de Vins et Sociétés, et notamment Christelle Lebrel, mais aussi Marion Château et Valérie Fuchs, etc. Et puis je voulais saluer Joël, le président de Vins et Sociétés, parce que qui est lui-même vigneron, hein, et qui nous ont donné cette idée, cette riche idée d'élaborer de mettre en œuvre en tout cas cet installateur. Donc on va parler de vin. C'est quoi ta passion de vin? Le premier vin que tu as goûté, c'est lequel qui t'a vraiment marqué? Alors, je veux dire, c'est familial. Tu connaissais mon père, Jean Ferniaud, qui était à la fois journaliste gastronomique et politique. Il partageait sa vie en deux, lui aussi. Et en fait, moi, j'ai toujours vécu dans la gastronomie et dans les vins. Il était membre du Club des 100, et donc il me racontait en fait ses déjeuners du jeudi quand il rentrait, et il me citait toujours des vins qui, dans mon imaginaire de gosse, étaient évidemment magnifiés. Bon, et puis il a eu la chance d'être le premier roi chambertin, puisque on élisait un roi chambertin, évidemment, à l'époque, et il a eu en cadeau, on va dire, les plus grandes côtes de nuit, et donc ce qui se fait mieux en Bourgogne. Les chambertins, je suppose. Voilà, et notamment des chambertins, mais pas seulement. Et moi, le premier vin qui m'a vraiment marqué, j'en pense encore, parce que j'en ai encore une bouteille, était un Bonnemar du comte de Vogüé 66. Donc voilà, moi je peux dire et des échezeaux de chez Dujac, et bon, moi j'ai été élevé au Grand Côte de Nuit, enfin élevé, j'en buvais pas tous les jours, hein, mais de temps en temps j'avais le droit de tremper mes lèvres vers 14-15 ans dans ces grands pinots, quoi, voilà, pour faire simple. C'est génial, franchement, c'est un beau début de carrière. Oui, et ça m'est resté, hein, je reste très amoureux du pinot noir. Ton parcours finalement personnel, donc gastronome, journaliste, chef d'entreprise, écrivain, animateur aussi. Bon, écrivain, un peu auteur, écrivain, oui, je dirais pas. Bon, je fais la distinction entre les deux, mais c'est vrai que j'ai démarré tout à fait dans une autre voie. Et puis quand je suis sorti de mes études, j'ai fait de la musique, j'ai fait les arts déco, hein, donc je suis graphiste de formation et photographe. Et puis ma première expérience vraiment professionnelle, ça a été d'ouvrir un bar à vin, rue de la Roquette, dans les années 80 à Paris. Exactement, et ça s'appelait le 1929. J'avais choisi le nom. Bon, on imagine bien pourquoi, hein, pour les amoureux du vin. Exactement. Et donc ça a été aussi une grande expérience, parce que j'avais eu l'idée de créer une carte des vins qui soit une carte de France. Donc à mes clients, on leur disait d'où venaient les vins, et c'est toujours bien de savoir représenter sur une carte de France. Moi j'ai une passion de la géographie française. Bon, et à l'époque, là aussi je me souviens, et c'est extraordinaire puisque c'était en 84, oui, 83, 84. Au premier anniversaire de l'ouverture du 1929, j'ai réuni l'équipe avec le propriétaire des lieux, et on s'est offert une dégustation de 4 très grands vins de 1929, dont un Château Margaux, dont un Sudureau, un Haubrion. Et alors là aussi, t'imagines, hein, dans les années 80, boire ces grands 1929, inoubliable. Et le bonheur. J'ai eu la chance de goûter quelques 29, parmi les 29 qui m'ont marqué, Iken 29, Aubryon 29 que tu viens de citer. Bah voilà. Salut tous mes copains sommeliers qui m'accompagnaient quand je faisais mon commercial, parce qu'on avait eu droit à cette récompense, les Éric Buron, Gérard Marjon, Jean-Luc Jamrosic et autres consorts, Éric Certeau, c'était vraiment magnifique. Et puis j'ai eu la chance, mais vraiment c'est une chance absolue, toi qui es un grand amateur de Bourgogne, de goûter 1929 d'un vin, je me souviens plus le nom exactement, c'est Romanée quelque chose. Oui. Une consonance un peu italienne. Voilà, exactement, c'est un grand vin italien, un Romanée Conti. Un Romanée, ça vient des Romains, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme Juliénas vient de Jules César, etc. C'est vrai que toute une époque qui a marqué effectivement beaucoup de vignobles français. Les princes de Conti. Ça, c'est exactement bon. Je voulais saluer parce qu'on a Jessica Armand aussi du Canada qui vient de nous rejoindre, qui est une grande spécialiste aussi, grande professionnelle du vin, et qui a également un live qui marche très très bien. On invitera peut-être d'ailleurs à partager l'écran avec nous dans les prochains jours. Donc voilà, et aujourd'hui je t'avais demandé pour notre live de nous apporter quelque chose à goûter. Alors qu'est-ce que tu as choisi? Alors
j'ai 4 bouteilles autour de moi. Qui sont un peu mes compagnons. J'ai envie de dire, bon, pour beaucoup de ceux qui nous regardent, c'est un peu l'antidépresseur du confinement, hein, le vin. Quand on a la chance d'avoir une cave. Vas-y, parce qu'on a besoin, notamment tous mes confrères restaurateurs. Juste au passage, on a créé d'ailleurs, il a été créé, et j'ai rejoint ce groupe Resto Ensemble, de réflexion sur le métier de la restauration, où on partage beaucoup de visions, de questionnements, et on arrive à faire avancer, notamment pour tous les prêts, comme on peut imaginer, l'État, les banques et les assurances sur lesquelles on essaie de travailler pas mal au corps en ce moment. Mais je t'en prie. Donc, l'antidépresseur. Alors, oui, j'ai envie de dire, et je suis conscient tous les jours de la chance que j'ai d'habiter en dehors de Paris, en Essonne, d'avoir une cave. Parce que je pense à tous mes amis qui en sont en ville et qui m'ont acheté leur vin en flux tendu chez le caviste ou voilà. Et en ce moment, du coup, ils sont un petit peu assoiffés. Oui, mais Vincent, juste, il y a quand même beaucoup de cavistes qui ont ouvert. Qui livrent, et qui livrent. On absolument. On peut quasiment aller à l'entrée de la porte et demander ce que l'on souhaite. Et ça, ça peut fonctionner. Moi, j'ai pas besoin. Voilà, j'ai cette chance de constituer toute l'année la cave. Alors, c'est normal de commencer par un coup de blanc en général. Et alors j'ai une bouteille que j'adore du domaine J.A. Ferret qui pour moi est la perfection du Pouilly-Fuissé. Oui, on connaît donc au sud de la Bourgogne, c'est pas Chardonnay, grand terroir silandais. Franchement, ça fait partie de ces grands blancs de Bourgogne qui sont encore. Voilà. Pouilly-Fuissé Le Clos de chez J.A. Ferret, très beau vin. Comment? Le millésime que tu as c'est un 2012. Juste à point. Parfait. Ça c'est magique. Parfait. Et par rapport à on va dire des chardonnays plus connus qui sont souvent un peu tendus, là au contraire il y a un fruit extraordinaire, une ampleur formidable. On est plus sur le pulpeux que sur le tendu. Exactement. Et c'est merveilleux, hein, avant le repas, ou même avec des très grands pois de poisson en sauce un peu beurrée. Voilà, genre turbo hollandaise, quoi. Voilà, tout ce dont on a envie en ce moment. Comment ça travaille, là, et ensuite, alors. Une merveille. Alors, on reste en Bourgogne, hein, pour la bouteille de rouge. On parlait tout à l'heure de la Romanée. Alors justement, j'ai eu la chance d'avoir une petite livraison de mon ami Aurore de Villars, Aurore Monod de Villars, du domaine des Perdrix. C'est le Vosne Romanée, du domaine des Perdrix. Je parle pas du terroir, c'est une splendeur évidemment, Vosne Romanée. Hein. Ce sont des vins absolument merveilleux. Et son Vosne Romanée 2015, là, il est extrêmement juteux, hein, parce que c'est juste le moment où ça vire. Hein. Je pense que 5 ans moi je vais les attendre encore, hein, mais j'ai goûté quand même parce que moi j'aime bien commencer à boire ces grandes côtes de nuit autour de 8-10 ans, voilà, qui pour moi quand ils ont commencé à manger leurs fruits, on peut dire. Mais là on est sur un fruité pulpeux assez juteux et qui est super intéressant quand même. Au moment où l'élevage sous bois, parce que ces vins sont vinifiés et souvent pour les rouges surtout élevés sous bois, effectivement comme le boisé commence un peu à disparaître et que le fruit est encore très présent et qu'on n'a pas viré encore vers les arômes d'évolution que l'on a après un certain nombre d'années en bouteille. Tout à fait. C'est un peu comme une olive tournante, quoi. Hein, il y a un moment où on passe de l'autre côté. Du père au noir. Alors celui-ci, si tu l'ouvres aujourd'hui en 2015, il faut peut-être un peu l'aérer, je pense que prendre un verre ample. Avec quel type de plat tu le verrais toi bien? Alors, je te dirais que la dernière fois, j'avais moi j'aime ça avec le cochon, je te dirais, voilà. Et le cochon qui est bon, c'est dans le cochon que t'es bon. Hein? Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Et ce que je fais, moi, en général, tu sais, je cuis des poitrines de porc sous vide, avec ail et herbes, entièrement sous vide pour qu'elles soient complètement confites, et ensuite je les snack. Je les snack avec un petit jus court, et là c'est merveilleux. On a le côté croustillant du cochon, un peu à la japonaise, avec tout le moelleux, et ça, alors là, voilà, la gourmandise des pinots noirs avec ça, c'est merveilleux. C'est intéressant ce que tu dis, la double cuisson finalement. Oui, absolument. Et surtout sous vide, il n'y a pas de déperdition. Donc voilà. les sucres, on infuse quasiment, on peut faire confire, et après tu caramélises.
Et puis il faut absolument dire quelque chose aux gens qui nous écoutent et qui cuisent la viande souvent trop fort. C'est bien de la saisir, mais c'est bien de la saisir après. Parce que quand on cuit à basse température et notamment sous vide, évidemment, en dessous de 100 degrés, l'eau à l'intérieur des cellules de la viande ne s'évapore pas. Quand on a un poulet trop sec, c'est que toute l'eau qui était dans la chair s'est évaporée. Donc au-dessus de 100 degrés. Si on cuit à 85 degrés, 90 degrés sur des cuissons longues, toute l'eau, tout le jus va rester dans la viande. Et ensuite, on peut snacker vite fait, mais ça emprisonne le jus à l'intérieur. Il y a des volailles rôties qui peuvent être pochées préalablement et rôties dans un deuxième temps. C'est ça. En définitive, elles vont se gorger de bouillon avant d'être juste laquées en quelque sorte à haute température après. Bon, bah, écoute, voilà quelques bonnes idées pour vous tous qui nous suivez attentivement les uns les autres. Bonjour à François Adamski. Oh, le François, le chef de chez Cervère, et ben il a du mal en ce moment, évidemment, à placer sa belle cuisine. Hein. Il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes, hein. On le sait. Et puis tous les meilleurs bruits de France qui nous suivent aussi très attentivement dans nos différentes interventions. Un autre petit coup de cœur peut-être. Ah, là je vais te faire plaisir. Et tu as des envies. Regarde, je vais te faire plaisir. Je suis descendu. Je vais retirer le papier parce qu'il y a quelque chose que j'adore, ce sont les vieux Mourvèdre. Tu le sais, parce que c'est un cépage, bon, je te l'apprends pas, qui prend vraiment des caractères merveilleux. Et là, j'ai un Château Vallière, un Bandol, un 98, mais hier, j'ai ouvert un 83. Et c'est merveilleux, en fait. À quel point ces bandoles, en vieillissant, prennent des arômes insensés qu'on ne trouve nulle part, d'ailleurs. Oui, on a ce côté tertiaire traditionnel, un peu sous-bois, c'est ça, mais il y a des notes, je trouve, dans les bandoles, un peu de cèdre, des arômes un peu de truffés aussi, une combinaison qui est assez extraordinaire dans les épices aussi. Et ça, c'est un cépage qui est trop méconnu, hein, je veux dire, des septentrionaux, hein, le Mourvèdre. Exactement, mais la Provence a une connotation rosée. Oui. Il y a de très bons rosés et je vous suggère vraiment, je vous implore d'aller goûter des rosés parce que avec le problème de commercialisation que les rosés ont en ce moment, je pense qu'on va en trouver pas mal sur le marché et c'est bien aidé nos vignerons qui font du rosé en Provence ou ailleurs. Mais la Provence est un grand terroir à rouge également et en Bandol en particulier, je suis tout à fait d'accord. Et des très grands blancs aussi. Hein. Moi, je les ai apportés absolument un peu à l'envers, mais par exemple Cassis, qui est un vignoble, quelle merveille, très particulier pour ce vignoble. Là, c'est le Clos Valbruyère. Je salue Sophie Cercileux et son mari, qui sont des gens adorables et qui font des vins vraiment merveilleux sur l'appellation Cassis. Ils ne sont pas les seuls, mais voilà, moi, c'est un peu la bouteille que j'ai envie de goûter ce soir. Ah bah c'est les voisins de Bandol. Exactement, tu vois, la Provence. Géographiquement. C'est à l'honneur, notamment. Pierre, le roi des cocktails, me dit Cassis, c'est génial. Et il a raison, il y a de très jolis vins. Voilà. Et puis certains nous soulignent le millésime 98. Tu t'es pas trompé, hein. Mourvèdre, ça parle dans un millésime. Une merveille. Et si on voyage et qu'on va un peu à l'est, on quitte Bandol et on passe la frontière. Bon, moi je suis un amoureux des Bourgognes, donc on imagine que je suis un amoureux des vins du Piémont, que ce soit Barolo et Barbaresco, qui sont un peu les cousins du sud de la Bourgogne. Hein. Ce côté monocépage Nebbiolo, c'est une merveille. Et on salue nos amis italiens aussi, qui sont aussi beaucoup, comme beaucoup de monde autour de la planète, bien entendu. Alors là, c'est Bruno Rocca, c'est un Barbaresco, un 2013. C'est une magnifique expression du Nebbiolo. J'ai quand même, je dois le reconnaître, pas mal de Barbaresco et de Barolo en cave. Ce sont vraiment des vins que j'affectionne. Parfois, je leur reproche pour autant parfois d'être un peu chaud, d'être un peu alcooleux, être un peu riche, voilà, sur le plan de l'alcool. Mais aromatiquement, c'est merveilleux. Voilà. Alors, là aussi. Dans notre vignoble hexagonal où il y a beaucoup d'autres beautés, est-ce que tu as une autre petit vin ou une envie de nous faire partager quelque chose qui tu tient particulièrement à cœur? Ah oui, j'avais ma bouteille mystère ce matin quand on a fait le teasing. Ah, très bien. Attends, excuse-moi, je l'ai laissée derrière. Tu meubles, je vais la chercher, elle est à 2 mètres. Mais je t'en prie. D'abord, c'est un bonheur qu'on soit tous ensemble. Vous avez vu la passion de notre ami Vincent. La cave n'est pas loin. Il a fait des retours rapides, mais il avait des gens. Nous y revoilà. Et effectivement, alors, bouteille mystère ce soir. Alors, c'est quoi ce vin mystère dans ton petit sachet magique? Ceux qui connaissent ont déjà un indice à la forme du goulot. Déjà, je pense la région, mon cher Vincent.
Et ce n'est pas une bouteille de 75 centilitres. Non, ça doit faire 62, 63. 62,5, hein. Tu as raison. Le Clavelin. Alors pourquoi? Parce que la famille Ferniaud, elle est comtoise. Elle est jurassienne et aussi en frontière Doubs-Jura. Et donc pour nous, les vins jaunes, c'est presque une religion. Quand mon père est décédé, il m'a laissé en tout et pour tout une montre et 4 bouteilles de Château Chalon de 59, dont il me reste 2. Ah oui, quand même. Voilà, pour moi c'est mon trésor. Château Chalon. Et donc je suis venu au vin jaune par atavisme, j'ai envie de dire. Et j'ai la chance d'avoir, j'ai 4 filles, comme tu sais. La dernière, qui n'aime aucun vin, est dingue de vin jaune. Céleste, qui a 14 ans, qui est confinée avec moi. Et donc on fait des petits apéros. Hein? C'est pas mal, mon cher Vincent, parce que souvent c'est l'inverse. Ben oui. Les gens dans le vin, le vin sucré, et quand ils goûtent un vin jaune, ils ont du mal à le comprendre et ils ont même des fois un rejet. Écoute, quand on a fait il y a 5 ans Midi en France, tu sais que j'ai animé pendant 8 ans sur les routes de France. On a été à Lens-le-Saunier. On a été faire une dégustation de vin jaune chez Badoz, je me souviens, et toute l'équipe de Midi en France était là. J'étais le seul à aimer le vin jaune. Ils ont tous laissé leur verre. Mais bon, c'est classique, hein. C'est classique. Du côté de Poligny. Bah oui, exactement. Exactement. Absolument. Et donc, voilà. Écris-nous un peu ce vin-là, que tu as dans les mains là. Pour toi, c'est quoi? Ça évoque quoi pour toi? Parce que le vin jaune, bon, c'est un vin élaboré à partir du Savagnin, dans le Jura. Il n'y a pas d'houillage, donc on travaille sur une oxydation ou une oxygénation maîtrisée et qui permet d'avoir des arômes extraordinaires qui évoquent souvent la noix, l'amande, la grume, etc. Le curry, la gentiane, oui. Tout à fait, c'est incroyable comme complexité aromatique, comme intensité aromatique. Ça peut perturber. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le ressentir parce qu'effectivement, c'est violent comme type de vin. Alors moi je peux en parler longtemps, mais je vais t'épargner ça. D'abord j'ai été parrain de la percée du vin jaune l'an dernier et j'en étais extrêmement fier. Mon père qui n'était plus là évidemment a dû me voir d'où il était et en concevoir une fierté également. D'abord c'est les origines et je me sens plus comtois qu'autre chose. Voilà, c'est ce qui est le plus fort en moi. Et ce vin jaune dont je rappelle Metternich disait qu'il était le plus grand vin du monde, hein, il l'a même appris à Napoléon, hein, donc c'est pour dire. Kurowski, presse des gastronomes, considérait que le Château Chalon était un des 7 plus grands vins blancs de France. Bien. Alors, ce que ça m'évoque, et là on touche à quelque chose de très important dans l'amour du vin. L'amour du vin, il est pour moi dans le mystère de la vie. J'y associe les fromages et le pain, c'est cette maîtrise de la fermentation. La fermentation, c'est la vie, c'est la transformation du sucre en vie, et donc en cela, c'est le lot commun de tous les vins. Mais le vin jaune a en plus ce voile de levure, ce voile bactérien, qui fait que c'est un double mystère, parce qu'il y a ce mystère de la fermentation qu'il faut maîtriser, et ensuite maîtriser l'oxydation, qui est un défaut partout ailleurs dans les vins blancs, sauf dans le vin jaune. Et c'est ça qui est merveilleux. Et aussi, juste un petit donné pour nos amis espagnols. Le Jerez. C'est vrai, tu as raison. Ouais, voilà. D'ailleurs, l'année dernière, lors de la percée du vin jaune, les vignerons de Jerez s'étaient invités. Et oui, et c'est ça qui est... C'est merveilleux, parce qu'il y a évidemment un cousinage évident, mais la maîtrise de l'oxydation, en fait, moi j'en veux énormément aux Bourguignons, c'est pour ça que, bon, c'est un peu la guéguerre, surtout avec la réunion de la Franche-Comté et de la Bourgogne sous la même région. J'en veux aux Bourguignons d'avoir formaté le goût des Blancs sur l'anti-oxydatif. Et d'avoir en fait enseigné aux Français et au monde que l'oxydation était un défaut. Alors que je pense qu'historiquement, l'oxydation maîtrisée est loin d'être un défaut et même un caractère recherché. Voilà. Exactement. Ça donne, justement, en parlant de caractère, ça donne vraiment du caractère. Un caractère trempé. Alors, le vin jaune, avec quel type de plat tu l'aimes, toi? Oh, beaucoup trop de plats. D'accord. Alors, mon accord idéal, je vais te dire,
Mon accord idéal, alors évidemment toute la litanie de tout ce qui est à base de champignons, morilles, des sauces crémées, les volailles, la viande blanche. Mais il y a un truc qui est absolument extraordinaire. Jusque-là, jusqu'à me servir de vin jaune, je cuisinais. Il y a un truc que j'adore, c'est la sole. Et je faisais des sols au noilly, en utilisant évidemment ce vermouth. Et puis un jour, j'ai troqué cette crème au noilly pour une crème au vin jaune. Sur une sole poêlée, sur une sole au plat, comme on dit. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Pour moi, c'est un compagnon du poisson absolument génial. Trop peu utilisé. Il faut dire que c'est pas tellement, il n'y a pas tellement de ports de pêche dans le Jura. Voilà. Mais bien entendu. Alors, il y a une certaine Rosalie Fernion qui nous suit. C'est qui? Ah, ma Rosa, ça c'est ma grande. Qui travaille d'ailleurs pour une société qui s'appelle Kitok et qui livre chez les gens qui sont bloqués chez eux des mallettes de produits pour cuisiner avec les recettes. Voilà. Voilà, ça y est, c'est revenu. J'avais une question, il y avait une question qui se pose. C'était quoi, rappelle-nous le nom du producteur du vin du Jura que tu as choisi. Ah non, là c'était un producteur qui m'avait offert une bouteille lors de ma visite, mais oui. Très honnêtement, si je dois en citer un, enfin d'abord il y en a beaucoup que j'aime, mais j'ai une tendresse particulière pour ces bouteilles que m'a légué mon père. C'était la fruitière de Voiteur. Voiteur, c'est le village qui se trouve sous Château-Chalon, et la fruitière, la coopérative, une des plus belles coopératives de France, qui produit des châteaux Chalon absolument merveilleux. Donc voilà, les châteaux Chalon de la fruitière de Voiteur, pour moi c'est mythique. Mais bon, j'adore beaucoup d'autres. J'adore Badoz, j'adore Verchon, j'adore Tissot, j'adore Macle, j'adore Lornay. Voilà, parce que quand on a la chance d'avoir une belle cave de vin jaune, là, on peut les goûter en comparé, et ça fait mal. Là, les autres régions prennent un coup dans la tête. J'imagine. Juste pour revenir rapidement sur la recette ou sur l'utilisation du vin jaune en cuisine, il faut, je pense, mettre le vin jaune le plus tard possible pour qu'effectivement il reste très. Absolument. Pas qu'il cuise, c'est une erreur peut-être de faire cuire le vin. Absolument. C'est pour ça que quand je fais des recettes qui utilisent pour un bouillon, je prends du Côte du Jura savagnin. D'abord, c'est moins cher et il y a quand même ce caractère. Puis le vin est dénaturé par la cuisson. On le sait bien. Un coq au chambertin, ça n'a pas de sens. On va prendre un Bourgogne de moindre extraction, on va dire, et puis peut-être ça fera aussi bien l'affaire, parce que la cuisson dénature le vin. Alors, ce que je fais en général, je cuis, si c'est des bouillons, avec du Côte du Jura, qui est moins cher et moins parfumé, et au dernier moment, on met, comme on dit, une giclette de vin jaune. Mais dans un plat comme la sole dont je te parlais, qui est en fait poêlé, doré au plat ou à la poêle, à la sauteuse, c'est évidemment pour déglacer les sucres de cuisson qu'on va mettre un petit verre de vin jaune et crémer ensuite. Non mais c'est un vrai bonheur. Le mieux c'est quand même dans un verre aussi, mais dans une sauce éparpillée. Frédéric de Brotteau, mes amis sommeliers, nous suggère disant une petite goutte dans une mayonnaise, c'est juste extraordinaire également. Eh ben, je le fais aussi dans la salade, quand la vinaigrette n'est pas trop. Dans la salade et notamment avec de l'huile de noix, évidemment c'est merveilleux, sur des salades même un peu amères. Et j'ajoute, parce que tu le sais toi, mais ceux qui nous regardent peut-être pas tous, ça ne se boit pas froid. Ça se boit vraiment à température de la cave. Autour de 13-14 degrés, c'est parfait, le vin jaune. Tout à fait. C'est une très bonne précision, mon cher Vincent. Et puis, c'est un peu éternel. Je dirais que, presque pour conclure, parce que finalement, ça passe très vite et ça fait déjà une demi-heure que nous sommes ensemble. J'aimerais poser encore une ou deux questions, mais je dis que c'est un peu éternel. Et d'ailleurs, ton papa t'a offert une montre et 4 bouteilles de vin jaune. C'est sûrement un signe. Tu as l'heure. Et puis, tu as peut-être eu le message de l'éternité, parce que le vin jaune, ça se garde extrêmement bien, extrêmement longtemps. Et voilà, tu es une preuve vivante. Et ton papa était aussi quelqu'un qu'on a apprécié jusqu'au dernier moment et qui est éternel pour toi en particulier, mais même pour nous aussi qui l'ont connu. J'espère en être digne de sa mémoire. Pour nos amis qui sont encore avec nous et qui sont nombreux à nous suivre, est-ce que tu as un livre comme ça à recommander pendant ces périodes de confinement? Eh oui, bien sûr. Alors justement, j'ai redécouvert un petit peu en mal de marché. On va rester. Je suis désolé, c'est un peu du népotisme, mais du coup j'ai sorti un livre de mon père, La Petite Légume. Voilà, peut-être un de ses
plus petit livre, mais en même temps un des plus grands par l'amour des beaux produits. C'est vraiment entièrement dédié aux légumes, ce livre, plein d'anecdotes et d'histoires de ces voyages avec des maraîchers, des jardiniers, des cuisiniers, tout autour du légume, la petite légume. Voilà, ça a bercé mon enfance. C'est à quelle édition? Parce qu'on peut peut-être trouver ça sur... Oh, ça se trouve plus, c'était Roue Libre, c'est le Mercure de France qui avait... En fait, je l'ai relu parce que j'ai vu l'autre jour un post sur Instagram d'une femme que je ne connaissais pas, avec qui j'ai communiqué après, qui avait posté la couverture en disant en ces temps de confinement, ça fait du bien. Bah, ça m'a fait plaisir et j'y ai relu des anecdotes de mon enfance. Bon, j'espère qu'on va sortir de ce confinement et qu'on va trouver une solution sanitaire à la crise actuelle. La première bouteille que tu vas ouvrir le jour où on va être déconfiné, c'est quoi? Ce que je boirai quand je serai déconfiné? Oui, le premier jour, la bouteille... Ça sera pas une bouteille, ça sera un expresso. Eh ben voilà. Et je vais te dire pourquoi. Je suis plutôt gâté sur le plan des vins. Il y a rien dont j'ai très envie qui soit hors de ma cave. En revanche, j'ai une machine, un broyeur expresso, certes. Tu sais que j'aime le bon café, mais ça, le café, c'est ce qui me manque aujourd'hui dans un café. Avec un vrai percolateur et le pouvoir être sur un zinc avec une belle créma, ça, j'arrive pas à la faire à la maison. Donc, je pense que la première chose que je boirai pour déconfiner, ça sera un café. Bon, mon cher Vincent, je te remercie beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se dit rendez-vous place du marché, au café du coin. Finalement, oui. Café avec toi. Place du marché dimanche matin. Exactement, de tous les grands vignobles de France. On aurait pu parler du comté, on aurait pu parler de plein d'autres choses aussi. Ah bah ça, quand on boit du vin jaune, c'est toujours avec une pointe de comté. Hein. Exactement, ça fonctionne très bien. Et toi, tu es un très grand conteur aussi, donc c'est assez logique. Et tes origines ne font pas mentir, mon cher Vincent. Un grand merci à tous. Merci à toi de nous suivre. On se retrouve, et j'espère que tu seras avec nous aussi derrière l'écran. On se retrouve le jeudi soir avec ton confrère Dominique Hutin de France Inter, qui va nous raconter aussi qu'il n'a pas lu des mots du vin. Et vendredi soir, nous aurons Stéphanie Lequelec, que tu connais que j'aime beaucoup. Très grand chef. Exactement. Et merci à Margot Carlier qui nous suit depuis le Jura aussi, et tous les gens qui nous font des petits coucous pour terminer effectivement cette émission. Je crois que le vin jaune a eu du succès ce soir. Je peux faire un bisou quand même avant de vous quitter, parce que on n'a pas beaucoup parlé du Bordelais. Et je pense à mon ami Jean Guyon au château au Condissage et Roland Deby que je suis sur Instagram et dont j'aime beaucoup les vins aussi. Il y a beaucoup de Bordeaux que j'aime, mais bon, on pouvait pas parler de tout. Hein. On n'a pas parlé de toutes les régions ce soir, mais tu as raison de parler du Bordelais. Ils ont, comme les autres régions d'ailleurs, beaucoup de mérite aujourd'hui et beaucoup de difficultés. Ils ont pris en plus de la grève il y a quelques jours. C'est pas simple pour eux, mais vraiment c'est sympathique de penser notamment à l'ami Jean Guyon, entre autres. Voilà, on salue tous les vignerons français. On remercie encore l'Union nationale française de sa confiance et également Vin et Société pour ses actions tout au long effectivement de l'année et pour son implication dans ce petit programme Insta Live et ce soir Facebook Live également. Un grand merci Vincent. On te retrouve demain, après-demain, le matin. On me retrouve demain à 11h05 sur France 3 pour mes recettes télévisées. Formidable. Donc ensemble, c'est mieux, c'est bien connu et c'est un souhait que l'on peut faire en cette heure de... Ah oui, alors. Ah oui. C'est mieux, on se languit. Merci beaucoup. Prends soin de toi, prenez soin de vous, ceux qui nous regardent. Merci. Alors, merci.